Bismillah, salam alaikum, labas alaikum, tout va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors avant de commencer, je vais vous lire un paragraphe, en fait c'est un paragraphe de présentation, donc que je vais vous lire directement à partir de mon téléphone. C'est en fait une présentation en arabe, donc Bismillah, Bismillah, wa barakatillah. Alors salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كنرحب بجميع المتتبعين اللي منضمين لنا واللي غينضموا لنا عبر هذا البث المباشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للجامعة الملكية المغربية للرياضات الوتيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة على الفيسبوك باش يتابعوا معنا الحلقة الثامنة من المنتدى المعرفي الرقمي للجامعة. هذا المنتدى اللي كتنظمه الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوتيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، واللي كترأسها السيدة سلمى بناني، مشكورة جدا على هذه الدعوة وعلى هذه المبادرة اللي علاوة على كونها كتجي في إطار تعزيز السياسة ديالها في الانفتاح على المنخرطين ديالها والتقنيين الفاعلين في هذا المجال. فهي كتشكل نقطة التقاء مهمة جدا بين الخبراء المتخصصين في الممارسة الرياضية والرياضيين والتقنيين اللي كيشتغلوا في هذا المجال بهدف تناول مواضيع محورية كتهم التدريب والمؤهلات البدنية والذهنية وكل ما استجد في هذا المجال من تقنيات وأساليب حديثة في تطوير الممارسة الرياضية بشكل عام، وكتسعى من خلاله باش تقدم محتويات نوعوية وأخرى معرفية خاصة بالأساليب الرياضية والعمليات التدريبية اللي كترتبط بها. كيسعدني وكيشرفني نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المنبر، واللي من خلاله نتكلموا في حلقة اليوم على موضوع تحت عنوان Le Reiki peut-il aider le sportif à améliorer ses performances. ومن خلال هذا الموضوع غادي نشوفوا المحاور التالية: l'introduction au Reiki ou l'historique du Reiki, la gestion du stress et de la pression sportive, l'optimisation de la récupération physique, la prévention des blessures et écoute du corps, l'équilibre émotionnel et motivation, et l'intégration du Reiki à la routine sportive. وقبل ما نبدا مع اول محور نبغي نعرف نفسي ونعطيكم نبذه مختصره على المسار ديالي في هذا المجال. Donc, salam alaikum. Voilà, je m'appelle Kamel Qadiri. Je suis maître enseignant en Reiki, fondateur du centre du Reiki au Maroc. C'est le premier centre de Reiki au Maroc que j'ai fondé en 2010. C'est un centre اللي شاف بزاف ديال الناس من مختلف المجالات يجيو لهذا لو سونتر ويحسنوا الخدمه ديالهم والعمل ديالهم والمسار ديالهم بشكل عام. Donc, j'ai commencé le Reiki en 2005 aux États-Unis. J'ai été formé en 2006 à être maître enseignant. Et j'ai pratiqué en fait aux États-Unis pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, avant de repartir au Maroc, alhamdoulilah, le bled. Et c'est là où j'ai ouvert, quelque temps après, c'est-à-dire après mon retour, le centre du Reiki. Je suis aussi formé en kinésiologie. J'ai une petite formation en kinésiologie que j'ai faite avec une dame qui est l'élève direct du fondateur de la kinésiologie. C'est une dame qui a في ذاك الوقت كانت عندها واحد 85. Et j'ai fait aussi avec elle une formation de massothérapie. Donc, la formation globale et multidimensionnelle a fait que le Reiki que je pratique est un Reiki assez intéressant et qui donne des résultats très rapidement. Donc, l'introduction au Reiki, c'est quoi en fait le Reiki? Le Reiki c'est une technique japonaise de canalisation d'énergie. Cette technique a été fondée par Maître Usui, le fondateur de du Reiki au début du XXe siècle. C'est un monsieur qui a ressenti des choses. Il a fait ce qu'on appelle en japonais un satori, qui a fait qu'il y a eu une transformation de son être pour pouvoir canaliser l'énergie. Le Reiki est en fait une canalisation naturelle de l'énergie. On n'a pas besoin de faire une transe ou un satori ou n'importe quel, à part l'initiation qui est faite par un maître enseignant à l'élève, il n'y a pas quelque chose de particulier qui va être fait. Tous les êtres humains, toute la création canalise de l'énergie. Et donc ce process de canalisation d'énergie est un fait normal. Et donc l'histoire du Reiki va être démarrée au Japon. Elle va s'exporter vers Hawaï à travers la première élève femme de Maître Usui,
euh, qui va passer, en fait, le process va passer de maître Usui à maître Hayashi, de maître Hayashi à Takata. Et c'est maître Takata, une femme japonaise d'origine, en fait, hawaïenne d'origine japonaise, qui va distribuer, qui va disséminer en fait le savoir du Reiki dans le monde à travers 22 disciples qui étaient tous américains à l'époque. Et c'est eux qui vont partir vers l'Europe, vers l'Afrique, vers un ensemble d'endroits pour faire que le Reiki devienne une pratique assez intéressante. La réalité de la chose, c'est que le Reiki a été très mal compris au début. Quand il est venu dans le territoire américain, les gens ne croyaient pas beaucoup à cette capacité de canaliser de l'énergie, à juste faire comme ça, et des processus vont se mettre en œuvre dans le corps. Et donc, ça a été assez mal compris comme technique et assez mal perçu. Et donc, ce qui a fait que les gens qui faisaient du Reiki au الأول ديال المسار ديال le Reiki في الحياة ديال le monde moderne sont des gens qui ont fait ça dans des groupes assez fermés, des gens très limités, parce que le savoir ne pouvait pas être disséminé un peu partout et qu'il est resté confiné dans des structures et dans des groupements assez fermés. Mais au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de personnel médical, des infirmières, des médecins qui ont commencé à apprendre le Reiki et commencé à l'appliquer dans les cliniques et dans les hôpitaux. Et petit à petit, ce process a commencé à prendre forme, à connaître en fait une sorte de notoriété et à sortir à la lumière. Et c'est aujourd'hui, alhamdoulilah, une des techniques qui est le plus utilisée dans le monde, qui a été officialisé dans un certain nombre de pays comme la Suisse, l'Allemagne, la France, bien sûr les États-Unis, le Canada. Et donc, ça commence à prendre forme et ça commence à donner des résultats assez intéressants. Toujours, bien sûr, il y a une première étape où la personne ne sait pas ce que c'est que le Reiki, elle va expérimenter le Reiki, elle va voir sa vie s'améliorer et petit à petit intégrer cette forme de travail sur elle-même, sur sa famille. Donc, هذا هو l'histoire du Reiki. المحور الثاني اللي غادي نهضروا عليه هو comment on appelle ça, la gestion du stress et de la pression sportive. Ça, il faut comprendre que le Reiki, en fait, se base sur le principe que l'être humain est une entité vibratoire, c'est-à-dire que l'insan مصوب des atomes et des molécules. Et tous ces atomes-là et ces molécules-là sont en constant mouvement. C'est-à-dire rien n'est statique dans le corps, bien qu'on voit quelque chose de statique, mais en réalité, à l'intérieur, tout est en mouvement. Et sur ce principe-là, la mécanique énergétique se base sur un effet de polarité. Et cet effet de polarité qui crée l'équilibre ou crée le déséquilibre est une mécanique qui circule dans le corps humain. Et c'est d'elle dont dépend la santé de l'insan. Parce que ce processus de polarité, qu'on appelle polarité positive et polarité négative, parce que je vais essayer de vous expliquer un peu de manière assez détaillée cette mécanique qui est très importante et qui est à la base du processus énergétique. Il faut comprendre que cette énergie qui entre dans le corps, elle arrive dans le corps comme dans tous les autres corps, c'est-à-dire dans toute la création. Donc tout ce qui est créé, il y a une canalisation d'énergie qu'on ne voit pas, mais il y a toujours un échange énergétique. Dans cet échange énergétique, il y a une mécanique de polarité qui va s'installer. Nous avons une énergie qui vient du ciel, qui va passer dans la tête et descendre jusqu'aux pieds. Et puis une énergie qui vient de la terre et qui va venir de la terre et monter dans le corps jusqu'au sommet, jusqu'à la partie supérieure du thorax. Ce process-là est un process naturel que font tous les êtres humains et tous les êtres vivants. Cette mécanique de polarité, ce sont deux polarités qui vont se mélanger dans le corps. Et je vais vous parler tout à l'heure des centres énergétiques, là où se mélangent le yin et le yang. Et ce mélange-là doit être 50-50, c'est-à-dire une énergie qui arrive du ciel qui est à 50%, une énergie qui arrive du sol, de la terre à 50% pour créer un mélange
qu'on va appeler l'énergie zéro. Pourquoi l'énergie zéro? Parce que l'énergie du ciel, on l'appelle l'énergie positive, c'est-à-dire à polarité positive, et cette énergie, on va la nommer plus un. Et l'énergie de la Terre, c'est une énergie à polarité négative, on va la nommer moins un. Et le plus un et le moins un vont donner lieu au zéro. Et ce zéro-là, c'est une énergie commune, unifiée, qui va faire que la mécanique du corps va se stabiliser entre cette polarité, ce côté du corps, la polarité positive passe principalement dans le côté gauche et la polarité, pas dans le côté droit, et la polarité négative passe dans le côté gauche. Et ce mélange-là va devoir créer une sorte d'harmonie qui va créer un équilibre que nous allons appeler un équilibre de santé optimal. Là où il y a le côté physique, le côté psychologique, le côté émotionnel qui vont se rééquilibrer. Et cette énergie, en fait, va donner lieu à cette mécanique qui fait que dans l'équilibre, nous n'allons pas avoir de stress. Pourquoi nous n'allons pas avoir de stress? Parce que dans l'équilibre, le process va créer une oxygénation permanente du corps. Et dans le déséquilibre, nous allons créer un état de non-oxygénation qui va créer le stress. Le stress m'intège. Le stress TJ principalement mène les glandes adrénales, c'est-à-dire qu'on appelle les surrénales. Ce réseau-là, cet organe-là, ces glandes surrénales, sont liées au réseau masculin. Le réseau masculin est un réseau qui est composé de 5 autres organes, qui sont l'estomac, la vessie, la vésicule biliaire, l'intestin grêle et le gros intestin, en plus des glandes adrénales. Et ce réseau-là se situe dans le cerveau, dans l'hémisphère gauche. Donc, à chaque fois que nous allons utiliser notre cerveau gauche, nous allons faire appel à cette énergie à polarité positive. Et à chaque fois que nous allons utiliser notre cerveau droit, nous allons faire appel à la polarité négative. La gestion du stress, c'est un corps qui ne va vivre que dans la polarité positive. Pourquoi? Parce que dans la polarité positive qui est utilisée par notre hémisphère gauche, nous allons être dans le fight or flight, c'est ce qu'on appelle la survie. Et dans le contexte de l'humain, chaque fois que nous sommes dans la survie, nous sommes dans la mécanique de production de stress et d'hormones de stress qui sont le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, l'histamine et l'insuline. Ce sont 5 hormones qui vont être produites quand le stress va s'installer dans le corps. Ce stress-là, qu'on peut appeler aussi stress oxydatif, est lié au fait qu'au moment où ces hormones de stress sont produites, il y a une contraction naturelle des muscles qui vont se faire, une respiration qui va être saccadée et un durcissement des cartilages. Cette mécanique-là va faire que la personne se trouve comme enfermée dans une cage de fer. Et cette cage de fer est liée à cette mécanique qui va toujours aller vers la survie, vers l'hémisphère gauche et dire, dans le contexte du sportif, je dois gagner, je dois m'entraîner, je dois obtenir des médailles, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur d'échouer, j'ai peur. Et cette mécanique entre la peur et le devoir de performance, dans l'hémisphère gauche. Et au fur et à mesure que nous sommes dans l'hémisphère gauche, cet appel va arriver pour faire appel à cette énergie qui vient du ciel et qui va dominer le corps. Pour créer l'équilibre entre cette énergie et cette domination, nous allons devoir faire appel à cette énergie qui vient de la Terre. Et cette énergie qui vient de la Terre va passer dans l'hémisphère droit. Et dans cet hémisphère droit, il y a une autre mécanique qui fait que l'humain n'est plus dans la survie, n'est plus dans le fight or flight, il est dans le repos, dans ce qu'on appelle le rest and digest. C'est-à-dire que le processus va calmer le corps, va décontracter les muscles, va oxygéner les tissus. Et donc, le challenge de tous les sportifs, c'est arriver à sortir de cette mécanique de survie
qui est le devoir de réussir et le devoir d'avoir des médailles et le devoir de performance, vers un lâcher-prise, un laisser-faire, un laisser-aller pour calmer le corps et l'esprit et faire en sorte que le corps se réoxygène. Donc, l'introduction, en fait, la mécanique du stress dans le corps. Et bien sûr, cette mécanique via le stress dans le corps et la pression sportive, ce sont deux départements dans la vie du sportif. Il doit non seulement gérer le stress, mais aussi faire face à la pression sportive. La pression sportive, c'est quoi? C'est simplement une mécanique psychologique, toujours dans l'hémisphère gauche, qui va dire à ce sportif-là, tu dois réussir, tu dois avoir une performance optimale. L'échec n'est pas une option. Donc cette mécanique est une mécanique psychologique liée au résultat. Et à chaque fois que nous sommes connectés au résultat, et bien sûr, tout le monde va dire, mais tous les sportifs sont connectés au résultat. Ce n'est pas vrai, parce que on a bien vu dans plusieurs sports de haut niveau, comme le golf, comme le tennis, où il y a des joueurs qui vont jouer et on va sentir qu'ils sont dans le désir de gagner, dans le désir de performance. Et ces joueurs-là, généralement, vont être irrités, ils vont être énervés, ils vont être rigides, le soleil va les embêter. Il y a beaucoup de facteurs où la personne ne va pas être à l'aise. Alors qu'on voit à côté des sportifs dans le même sport où ils vont jouer juste pour le plaisir de jouer. Et généralement, ce sont ces sportifs-là qui vont avoir de meilleurs résultats. Et donc là, je peux prendre l'exemple de Roger Federer et de Nadal. Nadal est un sportif à hémisphère, que moi j'appelle hémisphère gauche. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il a la rage de gagner, il veut que sa performance soit optimale. Et donc, il est toujours stressé, il est toujours irrité. On sent qu'il n'est pas à l'aise, même dans... Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui dit pourquoi est-ce que Nadal, quand il est sur le banc, il réarrange les bouteilles d'eau. Il les réarrange. Tout simplement parce qu'il a besoin de reset, c'est-à-dire un reset button, باش يعاوتاني يبقى dans la performance. Et justement, cette mécanique coûte énormément au corps. Le corps-là va commencer à produire énormément d'hormones de stress et le corps va avoir beaucoup de mal à s'oxygéner. Et à ce moment-là, on parlera tout à l'heure des blessures et de cette mécanique de la blessure liée à l'hémisphère gauche. Dans un autre contexte, nous avons un Roger Federer qui, lui, on a l'impression qu'il joue que pour le plaisir de jouer. Il n'est pas stressé, il est toujours souriant, il est là. Les effets météorologiques n'ont aucun effet sur lui, il est là. Ben, on voit dans le parcours de ces deux sportifs, on voit un sportif comme Nadal qui fait beaucoup de blessures. Et donc automatiquement, quand il fait beaucoup de blessures, il ne va pas participer à tous les événements internationaux. Il va en sauter un ou deux par an. Et on va voir qu'en fait, Federer, non, il va assister à tous les événements sportifs. Tout simplement parce que justement, il a cette capacité de récupération qui est supérieure et le risque de blessure qui est inférieur. Et donc, c'est ça, en fait, la gestion, cette mécanique du sportif, la gestion de la pression sportive. Donc, le troisième volet, c'est l'optimisation de la récupération physique. Bon, l'optimisation de la récupération physique, c'est une mécanique toujours qui est liée à la mécanique énergétique du yin et du yang, qu'on appelle le yin et le yang. Pardon. Alors, pour optimiser la récupération physique, il faut que le muscle soit reposé pendant l'action. Les gens pensent que la récupération physique se fait après l'événement sportif. Non, la récupération physique commence dans l'événement sportif. Quand le sportif comprend sa mécanique musculaire, il est à l'écoute de son corps
il sait où il va devoir se décontracter ou contracter son muscle, il sait à quel moment sa respiration est posée. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, encore le golf ou le tennis, parce que ce sont deux sports qui utilisent des actions ponctuelles, que ce soit au niveau de la raquette ou bien du club. Alors, on va voir que dans le tennis, par exemple, il y a certains sportifs, quand ils vont taper le ballon, ils vont faire Ah, ah. Cette mécanique-là, c'est en fait une sorte de métronome que le sportif va apprendre pour qu'à aucun moment, quand il est au moment de taper la balle, il est dans l'inspire, il est toujours dans l'expire. Et cette mécanique de l'inspiration et de l'expiration est extrêmement importante dans la vie du sportif. Malheureusement, elle est beaucoup négligée chez beaucoup de sportifs, quel que soit le sport, même dans le sport de lever des haltères et de lever des poids. Il faut absolument que le sportif puisse comprendre et puisse euh, il doit mettre une sorte de métronome. Il va devoir mettre un temps pour savoir où il est pendant l'effort. Et c'est comme ça que commence la récupération sportive. Parce qu'un muscle oxygéné est un muscle qui récupère plus vite. Un muscle non oxygéné est un muscle qui ne va pas récupérer assez vite. Pourquoi? Parce que dans la structure du muscle, chaque fois qu'un muscle va se contracter, il y a une combustion de l'oxygène et du glucose. À chaque fois, il va y avoir une combustion d'oxygène et de glucose. Et dans ce process-là, quand le glucose, qui est toujours présent dans le corps, grâce notamment au foie et à la réserve de glucose dans le foie, nous avons toujours du glucose. Malheureusement, nous n'avons pas de réserve d'oxygène dans le corps. Nous sommes obligés de constamment respirer correctement pour pouvoir donner aux muscles une mécanique d'oxygénation optimale. Et donc, quand le muscle reçoit l'ordre de se contracter, il va prendre de l'oxygène et du glucose et faire la combustion. Quand cette combustion est faite avec de l'oxygène, le muscle se contracte et se décontracte correctement, c'est-à-dire il est dans une amplitude optimale. Quand le muscle a une perte d'oxygène, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise oxygénation du muscle, le muscle va devoir utiliser, quand il ne trouve pas d'oxygène, il va devoir utiliser du CO2 pour faire la combustion avec le glucose. Et en faisant cette combustion du glucose et du CO2, cette combustion va laisser un résidu, qui est le C. CO2, le muscle va prendre le O2, faire la combustion, mais le C va rester. C'est du gaz carbonique notamment. Et donc ce C-là va devenir une toxine, va donner lieu à la production d'acide lactique. Et là, j'ouvre une parenthèse pour les sportifs. Un sportif qui s'entraîne correctement avec un muscle bien oxygéné ne fait pas de courbatures. Les gens pensent toujours jusqu'à aujourd'hui que quand je m'entraîne bien, le lendemain, je suis tout courbaturé, je me dis, ah, j'ai bien travaillé. Ce n'est pas vrai. Un bon muscle est un muscle qui ne fait pas de courbature. La courbature, c'est de l'acide lactique. C'est un résidu qui est laissé et qui est produit quand le muscle va faire la combustion avec du CO2. Et donc, la récupération physique, pour terminer cette parenthèse de récupération physique, une fois qu'on apprend à oxygéner notre corps dans l'effort, nous allons, après l'effort, récupérer plus vite. Et bien sûr, pour récupérer plus vite,
et faire cette action d'oxygénation optimale du muscle, nous devons avoir pris l'habitude de bien respirer toute la vie. Et dans ce contexte-là, j'invite toujours mes patients à apprendre à respirer. Et pour apprendre à respirer, je peux le faire avec vous très rapidement. Il y a deux manières de respirer pour les débutants. On va appeler ça les débutants. Nous sommes tous débutants, alhamdoulilah. Il faut le matin au réveil et le soir en étant au lit, faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. C'est simplement inspirer 4 secondes et expirer 4 secondes. Le faire une dizaine de fois le matin au réveil avant de se lever du lit. C'est très important de le faire avant de se lever du lit. Pourquoi? Parce que une fois qu'on ouvre les yeux, qu'on est réveillé, il y a une production naturelle d'hormones de stress, l'adrénaline, la noradrénaline, naturellement. C'est pour permettre au corps de se lever et d'aller travailler ou d'aller faire ce qu'il va faire. Cette information, c'est-à-dire cette opération de production d'hormones de stress, si on lui attribue une respiration comme la cohérence cardiaque une dizaine de fois avant de se lever du lit, la mécanique de stress va être atténuée dans cette matinée. Et j'invite les gens à faire l'expérience le matin, se réveiller, faire cette respiration, cette cohérence cardiaque, et voir comment ils vont passer leur journée. Leur journée va se passer mieux que quand ils se sont levés automatiquement et sortis du lit. Cette mécanique est très importante, elle est primordiale pour les sportifs. Il faut que le sportif, surtout pour les sportifs qui sont dans la compétition, apprendre à respirer dès le réveil et apprendre à respirer quand ils sont au lit, c'est-à-dire pour aller dormir. Pourquoi? Parce que la mécanique de respiration va se mêler à la production, c'est-à-dire à ce que produit le cerveau en se réveillant. Quand le cerveau se réveille, c'est-à-dire je dors et puis je me réveille. Entre le sommeil et le réveil, il y a un temps qu'on appelle l'onde alpha. Et le soir, quand on va se mettre au lit, on est réveillé et on va dormir. Et entre les deux, il y a l'onde alpha. L'onde alpha, c'est l'onde du cerveau où le cerveau peut se reprogrammer. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Quand, pendant cette période d'alpha, je peux m'exercer à respirer d'une certaine manière, et si je le fais 3 ou 4 jours ou une semaine ou 2 semaines, et au bout d'un moment, quand ça me fait beaucoup de bien, je le fais tous les jours, mon cerveau va se programmer à faire de la cohérence cardiaque tout seul. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que si j'apprends à mon cerveau à donner l'ordre à mes poumons de faire quand je vais faire du sport, n'importe quel sport, automatiquement mon corps est programmé à faire quelle que soit mon activité. Et à ce moment-là, j'oxygène mon corps correctement pendant l'effort. Et automatiquement, la récupération se fait beaucoup plus vite et je ne fais pas de courbatures comme les gens penseraient. Alors, on a parlé de la récupération physique, on a parlé de la pression sportive. Maintenant, la prévention des blessures et l'écoute du corps. La prévention des blessures, un muscle se blesse, ou là, un cartilage qui va lâcher, une entorse, ou là, un étirement du muscle, ou là, toutes les blessures et tous les accidents que peut vivre le, le sportif dans sa vie peuvent être prévenus
toujours, et là je vais me répéter, toujours grâce à la présence de l'oxygène dans le corps. Dans deux contextes que nous allons voir, pourquoi est-ce qu'une personne se blesse? À moins que Allah il y ait eu une sorte euh, de rencontre entre deux sportifs dans une manifestation comme le foot où il y a beaucoup de blessures, justement. On ne parle pas de ce genre de blessure où un joueur va taper un autre joueur. On parle de la blessure où on est en train de faire un exercice et là, clac, il y a quelque chose qui bloque. Ou là, un truc qui se. Un déchirement. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Si on veut un peu déchiffrer cette mécanique de la blessure, on va dire que une personne qui respire mal est une personne qui, dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire un sportif dans sa vie de tous les jours qui respire mal, c'est un sportif qui, malgré le travail qu'il fait sur son corps, va avoir des difficultés, va ressentir des douleurs, va avoir des problématiques articulaires, de l'acidification principalement, de la calcification des foies. Pourquoi ça va se faire comme ça? Parce que l'oxygène qu'on utilise dans notre vie quotidienne nous permet d'oxygéner le cerveau. Et en oxygénant le cerveau, nous avons plus de facilité à passer dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit vit dans l'instant. L'hémisphère gauche vit entre le passé et le futur. Quand on est dans la survie, quand on n'a pas d'oxygène dans le corps et que notre corps est stressé et qu'on vit dans la survie, on va vivre dans le passé et le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qui va se passer demain. Donc automatiquement, nous ne sommes jamais dans le présent. Et puisque nous ne sommes jamais dans le présent, il est impossible que nous soyons à l'écoute de notre corps. C'est impossible. Si je pense à moi hier ou à moi il y a un an, et que je pense ensuite à moi dans un an ou deux, il n'y a aucun moyen pour que je puisse être dans l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent où je vais être à l'écoute de mon corps, de mes sensations, de mes sentiments. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je ne veux pas faire ça? Est-ce que je me sens capable? Est-ce que je ne suis pas capable? Et là, en étant à l'écoute de mon corps et à l'écoute de mes sens, automatiquement, s'il y a quelque chose qui cloche dans mon corps, je vais le sentir, je vais l'écouter, je vais le savoir. Exemple, je reçois beaucoup je vais appeler ça les sportifs du dimanche. Ok? Ce pas des sportifs de haut niveau, ce pas des gens qui font de la compétition, mais c'est des gens qui font du sport une, deux, trois fois par semaine. Et on les appelle, parce que c'est des amateurs, on va appeler ça des amateurs. On est tous amateurs. Je le suis, moi, personnellement. Et donc, ces gens-là, ils viennent chez moi et on commence à travailler. Bon, je commence à faire de l'acupression sur certains endroits du corps. Et là, il y a des douleurs qui commencent à se réveiller. Ils me disent, tu m'as fait mal ici. Je leur dis, non, non, c'est pas que tu m'as fait mal ici. C'est que cet endroit était douloureux. Mais du fait qu'il n'y a pas une écoute consciente de la personne, de son corps, cette douleur est effacée. C'est comme si mon cerveau gauche, qui vit entre le passé et le futur, va filtrer cette douleur, il va mettre une couverture dessus. Et donc, je ne vais pas la ressentir. Dans le même contexte, cette même personne-là, quand elle va aller faire le sport alors qu'elle a des douleurs cachées dans son corps, elle est plus à risque d'avoir des entorses et des blessures que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que une partie de mon corps qui est fatiguée, qui donne de la douleur, est une partie qu'il faut traiter avec beaucoup de gentillesse, on va dire ça. C'est-à-dire, si je fais de la musculation et que
je ne sens pas que j'ai une douleur dans l'épaule ou dans l'omoplate, eh ben, en allant faire ma musculation, je vais me dire, tiens, euh, j'ai fait 20 kilos hier, aujourd'hui je vais faire 30 kilos. Dès que la personne soulève 30 kilos, son épaule lâche. Pourquoi elle lâche? Parce qu'il ne l'a pas écouté. Il ne savait pas qu'il y avait une douleur là, et donc une faiblesse et une fragilité. Et donc, il se dit, oh, j'ai fait une entorse. Et on va chez le médecin, on va faire des radios, on va faire un ensemble de choses. Et là, après la blessure, la capacité à récupérer est plus longue, la capacité à ce qu'il y ait une cicatrisation du tissu est plus longue, et toutes ces choses-là, on pourrait les éviter facilement en étant à l'écoute. Quand je suis dans le présent et que je suis à l'écoute de mon corps, je sais que mon épaule est fatiguée. Et donc, je sais que je ne vais pas faire des exercices de musculation au-delà de ma capacité réelle. Et là, même si ma tête me dit, on fait 30 kilos, non, non. Parce que ma tête qui dit, fait 30 kilos, c'est mon hémisphère gauche qui est uniquement axé sur la performance. Et la performance vient d'où? Malheureusement, elle vient du fait de regarder ce monsieur-là. Ah, il a pris 50 kilos. Celui-là a fait 60 kilos. Celui-là il a fait 100 kilos. وانا كندير غير 20 ما يمكنش. انا كنتريني هذه 10 سنين وكندير غير 20 كيلو. لا انا غندير بحالو. Et c'est cet hémisphère gauche, malheureusement, qui est notre ennemi quand nous sommes sportifs ou là quand nous sommes artistes ou là quand nous avons quelque chose à produire. Parce que notre cerveau gauche ne prend pas en considération nos aptitudes réelles. Il prend simplement, il a des objectifs basés sur l'environnement dans lequel il se trouve. Et ces objectifs-là, il doit les atteindre coûte que coûte, au détriment de la santé, malheureusement, dans la plupart des cas. Donc, c'est un exemple que je voulais prendre. On va voir le. Alors, what time is it now? OK. Donc, la prévention des blessures et l'écoute du corps, l'équilibre émotionnel et motivation. Ça, c'est important pour un sportif. Pourquoi? Parce qu'un sportif qui donne des résultats est un sportif qui est toujours motivé. Et donc, là, on va parler euh, de centre énergétique. C'est important de parler de centre, de ce qu'on appelle les chakras. Et les chakras, c'est quoi en fait? Les gens nous disent, ah, mais les chakras, bon, les gens, ils ne savent pas ce que c'est, ils parlent de chakras. En réalité, dans l'univers, dans le monde que Dieu a créé, et savoir que le Reiki est une énergie divine, et il n'y a qu'une seule source divine, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une seule source dans toutes les thérapies. هذا تيقول لك انا تندير لا ثيرابي شينواز هذا جابونيز هذا كوريان هذا فيتناميان هذا تايلانديز كندير لينيرجي كلهم عندهم un dénominateur commun c'est l'énergie divine كاينه غير وحده. Et donc comprendre qu'il n'y a qu'une seule énergie divine et il n'y a qu'un seul Dieu et un seul créateur. Dieu a créé la matière et la non-matière. Et tout ce que nous voyons, c'est de la matière. Et à l'intérieur de cette matière circule de la non-matière. On ne voit pas nos atomes, ni nos molécules, ni rien du tout. On voit juste notre corps. On voit un arbre, une pierre, un rocher, la mer. Toutes ces choses-là, c'est de la matière. Dans l'humain, nous sommes un corps qu'on appelle al-jasad et nous avons ce qu'on appelle un-nafs. للناس بعض الناس كيسميوها الروح وهي ماشي الروح اللي عندنا. احنا عندنا النفس. النفس هو اللي خلق الله et qui est éternel. من نهار تخلق بنو آدم وداك النفس كاينه. وهنا غندخلوا dans un contexte philosophique ou théologique. ما نطولوش في هذا le contexte هذا. Donc, كاين de la matière que nous voyons qui est celle-ci et à l'intérieur de laquelle évolue l'entité qu'on ne voit pas qui est le nefs. هذيك النفس ما يمكن لها تبقى في هذا الجسد
إلا إلى الروح الإلهية، تتبقى تتغذي ذاك الروح وذاك ذاك النفس وذاك الجسد باش كيبقاو ملاصقين. نهار الله سبحانه وتعالى تيبغي ياخذ يقبض، الله قال لك يتوفى الأنفس، ما يقالش يتوفى الأرواح. علاش؟ حيت هذيك روح إلهية هي اللي elle permet l'union entre la matière et la non-matière dans tous les corps، نبقاو dans le corps humain. دونك هذا الجسد هذا وهذا النفس هذه اللي ما تنشوفوهاش ما تنعرفوهاش فين كاينه، واللي واحد النهار غادي تخرج من الجسد وما غترجعش. لو سول مومون où غادي تخرج وما غترجعش سي فاش الروح الإلهية ما غتبقاش elle les unit. Et donc, dans ce contexte-là, de l'union de la matière et de la non-matière, dans un corps comme le nôtre, il y a un processus qui va unir les deux. هذيك الروح الإلهية اللي كتقبض الجسد والروح ensemble، هذيك الروح الإلهية تدوز في واحد المسار، تدوز dans un circuit énergétique. Ce circuit énergétique, c'est ce qu'on appelle les chakras, les centres énergétiques qui se trouvent le sommet de la tête, c'est la base de la colonne vertébrale. Et ils sont au nombre de 7. Bon, il y a un huitième chakra qui se trouve un peu plus haut, mais on ne va pas en parler. كل واحد فيهم عنده une fonction métabolique et une fonction identitaire. Ça veut dire quoi identitaire? La motivation, باش نرجعوا la motivation ما نطولش عليها. La motivation منين تجي؟ La motivation كتجي من جوج المناطق. تجي من المنطقة الأولى هي العقل، le cerveau gauche. C'est pour ça que la motivation qui vient du cerveau gauche vient de ce désir de toujours réussir, de toujours avoir une performance optimale. Et c'est ça qui crée la motivation en réalité. C'est une mécanique du cerveau gauche. Mais la motivation ne vient pas uniquement du cerveau gauche. Elle vient aussi d'un centre qui se trouve dans le plexus solaire, c'est-à-dire dans la région du plexus solaire. Le centre qu'on appelle le chakra du plexus solaire, c'est un centre li fait al-barmaja, c'est-à-dire la programmation identitaire de l'individu. C'est comme une sorte de réservoir d'informations. La motivation, dans la plupart des cas, va donner lieu ou à une confiance en la personne, une estime de la personne où elle va se sentir bien, elle va se sentir à l'aise, elle est top. Et automatiquement, quand elle est face à un challenge, un sport, une compétition, elle a des aptitudes identitaires correctes, c'est-à-dire je sais ce que je vaux, je sais que je peux faire ça, je sais que ça est à ma portée. Cela, cette information, vient de mon plexus solaire. Malheureusement, enfin pas malheureusement, mais il est connecté à tout le cursus ديال الحياة ديالي من البداية، من العلاقة ديالي مع الآباء ديالي. ناخذ un exemple. Si tu as un enfant, et je parle beaucoup de ce contexte-là, je vais en parler brièvement. L'humain, quand il vient au monde, il vient et il se trouve dans une sorte d'organigramme. Cet organigramme est important parce que quand cet organigramme est bien défini, c'est-à-dire le père, la mère, le premier enfant, donc on est dans un triangle, c'est un organigramme bien défini. L'enfant se sent en sécurité, il se sent chez lui, il a un sens de stabilité, d'amour parental, d'un ensemble. Là, il y a un deuxième enfant qui arrive, et là, le triangle se transforme en carré. Et ce carré, il y a l'enfant aîné, et puis le deuxième, il y a une mécanique qui se fait de manière d'un carré où la place du père et de la mère et des deux enfants est bien définie. Il y a des cas
indépendamment du fait qu'on soit le premier, deuxième, troisième ou dixième enfant, il y a des cas où un des enfants ne trouvera pas sa place dans cet organigramme, pour une raison ou pour une autre. Cet enfant-là aura une problématique identitaire parce qu'il n'appartient à aucune place et aucun lieu dans cet organigramme. Automatiquement, cet enfant va être impacté dans son plexus solaire. Si cet enfant, 10 ans après ou 15 ans après, commence à faire du sport, et s'il commence à faire du sport de compétition, il lui sera très difficile de se motiver et d'être motivé parce qu'il a une sorte de, ce que j'appelle moi, l'impact émotionnel inconscient qui est négatif. Et cet impact émotionnel inconscient qui se situe dans le plexus solaire va affaiblir la personne, va affaiblir son image, son identité. Ses aptitudes même vont être affaiblies parce que cet enfant-là, cet homme-là ou ce jeune-là aura toujours derrière lui, dans son subconscient, le fait qu'il n'appartient à rien dans un organigramme. Et donc, il, il ne se sent chez lui nulle part. Il est ما عندوش بلاصة في l'organigramme familial. Et là, ça va lui faire énormément de problématiques pour pouvoir s'installer et pour être motivé. Bon, ça, c'est un exemple que j'ai pris. Donc, l'équilibre émotionnel, c'est réellement avoir une mécanique de centre énergétique équilibrée grâce justement à cette mécanique énergétique qui va prélever de l'énergie dans l'environnement et qui va trouver une base, ce qu'on appelle l'impact émotionnel inconscient, une base correcte. Et à ce moment-là, la mécanique émotionnelle va créer l'équilibre pour que cette personne-là soit bien à tout moment. Donc l'équilibre émotionnel, pour ouvrir une parenthèse très brève, du sportif, c'est quoi? C'est avoir la possibilité de voir l'événement devant lui et de le juger pour ce qu'il est, et pas pour le juger à travers une perception interne. Et c'est ça qui crée un déséquilibre émotionnel. C'est un très très long contexte الحياة ديال الإنسان. Bien sûr, j'en parle longuement dans beaucoup de choses et تيبغي بزاف ديال الوقت. يمكن إن شاء الله في حلقة واحدة أخرى نطرقوا غير l'équilibre émotionnel ou la motivation. Parce qu'on va parler là de la psychologie de l'individu, du conscient, de l'inconscient, de l'impact parental, de la fratrie, d'un ensemble de choses. C'est très très long. يمكن ناخذوه بوحده ونديروا به حلقة ديال ساعة ولا ديال ساعتين. Donc l'intégration du Reiki à la pratique sportive. Comprendre que pour intégrer le Reiki, en fait, le Reiki, c'est une source énergétique divine qui est présente dans tous les corps. C'est-à-dire, d'Abali, on est en train de parler, elle est autour de nous. En fait, nous sommes à l'intérieur d'elle. Nous sommes à l'intérieur de cette énergie. Pour pouvoir intégrer cette énergie dans notre existence, il faut qu'on apprenne simplement à commencer à taire notre hémisphère gauche qui, lui, est toujours dans l'avenir ou dans le passé. Donc, il n'est pas dans maintenant. Quand il n'est pas dans maintenant, il est incapable de connecter à cette énergie. Incapable. كنقولها للناس دائما تيقول لك الا بغيتي تولي لاباس وترتاح وتكون كونيكتي خصك تمشي لواحد الغابه وتجلس وترتاح ودير التنفس ديالك وترتاح. En théorie, oui, ça marche très bien. Mais إلا قبضنا هذا الإنسان هذا ودرناه وسط الغابة وكاين الشجر يعني غياخذ واحد الانرجي كبيرة ياخذها. ولكن فاش دخلناه لذاك الغابة الدماغ ديالو غوش هو اللي خدام ديال دابا لا كومبيتيسيون اي دون 5 جور ودابا هذاك
ذاك النهار ربحني في هذه، وكيفاش غندير، وديك النهار وقع هذا، وانا دابا بغيت نوصل لواحد المرتبه واحده اخرى باش نمشي ندير لا كومبيتيسيون في امريكا. هذاك الانسان واخا يجلس ساعه في ذاك الغابه ما غياخذ حتى 10% من الطاقه ديال الاشجار، ما غياخذهاش. علاش؟ حيت الدماغ ديالو الايسر c'est-à-dire le côté gauche est resté à faire des pensées passées et futures, passées et futures, passées et futures, et ne lui a pas donné la possibilité de faire la transition vers l'hémisphère droit qui, lui, est dans le présent. Et dans le présent, on est capable de connecter à cette énergie uniquement. Vous pouvez faire une expérience très simple, si vous permettez. Alors, vous nous frottez les mains rapidement, et puis, sans forcer, sans forcer. OK? Et vous allez mettre votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur votre plexus. Et vous allez inspirer et expirer. Et là, ressentez les choses que vous ressentez sous la paume de vos mains. Dès que vous êtes dans ce ressenti, dès que vous commencez à ressentir, vous êtes dans le présent. Et quand vous êtes dans le présent, vous ne pouvez pas être dans l'hémisphère gauche. C'est impossible. On ne peut pas être dans l'un et l'autre. Nous sommes dans l'un ou l'autre. Donc nous sommes ou dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit. Nous sommes ou dans la polarité positive, productrice de stress, ou dans la polarité négative, c'est-à-dire dans l'équilibre, où on va produire de la relaxation. On ne peut pas être dans les deux. Donc cette mécanique-là, vous pouvez le faire tout le temps pour atterrir dans le présent. Une main droite sur le cœur, une main gauche sur le plexus ou sur le nombril. Libre, ou là entre le nombril et le plexus. Et là, vous inspirez. Si vous pouvez faire une inspiration ventrale, c'est beaucoup mieux. Je fais ça sans bouger le thorax. Et je sors mon ventre et ensuite je le rentre. Et là, je peux faire une affirmation positive quand je suis dans le présent. Bismillah, Alhamdulillah. Une affirmation qui vient de votre cœur. I'm gonna do it. I will succeed. Et quand on est dans le présent, elle connecte à notre être intérieur, à notre hémisphère droit, bien sûr. Dès que nous commençons à ressentir de la relaxation, on est dans le mode alpha du cerveau. Le mode alpha du cerveau, c'est le mode de méditation. Le mode de méditation, et c'est le mode de manifestation. C'est-à-dire, dans ce mode de relaxation, d'inertie et de réception. C'est-à-dire, je suis là, I'm here. Je peux faire ça 2 minutes comme je peux le faire 5 minutes. Et je vais rester dans le présent. Et là, vous pouvez faire l'expérience ou la partager tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être dans l'hémisphère gauche. C'est impossible. Vous relâchez bien sûr vos épaules. La nuque n'est pas tendue. Et c'est un simple just, and we're done. Et donc, pour intégrer ce Reiki à la routine sportive, on le fait comme ça. C'est se comprendre que le Reiki, c'est une énergie divine autour de nous, pour qu'on s'y connecte et pour qu'on puisse l'intégrer à toute notre existence, que ce soit à notre routine sportive, ou à notre routine familiale, ou à notre routine sentimentale, ou le liquin. Je dois être dans le présent. Et en étant dans le présent, je stoppe le flux
de l'oxydation du corps et le flux de la pensée inutile. C'est-à-dire quand je suis dans le passé ou que je suis dans le présent, dans le futur, je suis dans la pensée inutile. ما هذيك ديال الماضي غادي تنفعني ولا هذيك ديال المستقبل غادي تنفعني. Et en produisant des pensées inutiles, on consomme de l'oxygène dans le cerveau. À chaque fois que le cerveau produit une pensée inutile, il consomme de l'oxygène. Dernière information, pour pouvoir intégrer ce process de l'instant présent dans votre routine sportive. Le plus gros consommateur du corps, l'oxygène dans le corps, هو le cerveau. إلا سمعتي الأفكار اللي أنت ما محتاج راك كتكونسومي دو لوكسيجين اللي كنتي تقدر توظفو في لو موسكل وتقدر توظفو في لو كارتيلاج وتقدر توظفو في لي فونكسيون ميتابوليك. Donc, il faut comprendre encore une fois, et on va clore sur ça, et que le cerveau est un organe prédateur. Ça veut dire quoi un organe prédateur? Ça veut dire que le cerveau fait un système اللي تيخصو ما ينقش على واحد لو مينيما ديال الاكسجين. الا بدا تيقرب من داك لو مينيما ديال الاكسجين حيت on a trop consommé d'oxygène dans le cerveau, donc on a réfléchi, on a fait, on a eu peur, on a truc. Le cerveau تيدير ce qu'on appelle la priorisation, c'est-à-dire شنو هو اللي عنده prioritaire. شنو عنده prioritaire? Le cerveau se dit mais يوصل له الدم, donc l'oxygène, ou les organes internes vitaux خصهم يوصل لهم الدم. Tout ce qui n'est pas organe vital تينقص منه الدم, à par le principe de ce qu'on appelle la vasoconstriction. شنو هما أول ضحايا ديال la vasoconstriction? هما les mains من l'épaule حتى اليد et les pieds من les hanches حتى الرجلين. هادو هما الضحايا الاولين ديال لا فازوكونستريكسيون. علاش؟ حيت فاش كينقص لوكسيجين دون لو كور وتيبدا ينقص لوكسيجين دون لي زورغان فيتو، لو سيرفو سي تري سامبل تيصيفط واحد الامر ديال لا فازوكونستريكسيون. شنو هي؟ هي لي زارتير اي لي فين اللي في المناطق الغير ضروريه تتنقص، كترقاق، تتولي رقيقه. فاش كتولي رقيقه ما تيبقاش يدوز فيها الدم بزاف. علاش؟ حيت الدم تيتوظف في وظائف اخرى اولويه. Et c'est ce problème de vasoconstriction qui va donner des problématiques de névralgie, par exemple. Il va donner des problématiques chez beaucoup de personnes, les varices, par exemple. Et donc, il faut comprendre que l'oxygénation est essentielle. Ce n'est pas quelque chose اللي غير كنديرو باش نبانو زوينين وداك الشيء راه حنا كنتنفسوا. لا. واكثريا les sportifs, il faut absolument qu'ils puissent comprendre qu'ils sont obligés de rester dans le présent pour ne pas consommer beaucoup d'oxygène qui va impacter leur performance physique à cause justement de cette vasoconstriction. Avec les pieds et les mains ne sont pas essentiels dans le système du cerveau, dans le système de gestion de survie. Les bras et les pieds ne sont pas importants. Parce que الله يحفظ إلا تقطعوا لنا اليدين بجوج ورجلين بجوج غنبقاو حيين، ولكن إلا تقطع لنا راسنا غنموتوا. Et dans ce contexte où là خرجنا القلب من le corps غنموتوا. Et dans ce contexte-là, là où l'oxygénation est primordiale, ce sont les organes vitaux qui vont permettre à cette personne de vivre. Et donc tout ce qui n'est pas vital, le sang ne va pas affluer. Et là, il y a une diminution de l'oxygène et automatiquement, dès qu'il y a une diminution d'oxygène, il y a une diminution de performance et il y a un danger de blessure lié à l'acidification, à la calcification et à la contracture musculaire.
D'abord, on va passer, Inch'Allah, au thème des questions. J'espère que je vous ai apporté un peu de lumière sur ce process-là. سمحوا لي لا طولت في بعض les choses. Mais donc voilà, vos questions. Je suis prêt. Alors, quelles sont les différences entre le Reiki et les autres techniques de relaxation connues? C'est une bonne question. Alors, le Reiki, bon, alors, on va énumérer rapidement les techniques de relaxation connues. Bon, il y a le shiatsu, il y a le massage thaï, il y a le tai chi, il y a la sophrologie, il y a un ensemble de choses qui sont très intéressantes à pratiquer. شنو هو الفرق ديالهم؟ هو أنه le Reiki permet une canalisation énergétique optimale. علاش؟ Parce que le praticien Reiki n'entre pas en action dans l'action du Reiki. C'est-à-dire, un praticien Reiki, ما يقول لك أنا تنعطيك l'énergie ولا أنا صوبت لك شي حاجة ولا أنا قديت لك شي حاجة. Le praticien Reiki, c'est ça la philosophie Reiki, c'est que il n'est qu'un canal d'une énergie transférée naturellement vers le corps du demandeur. Et c'est ça qui fait que cette transmission, elle est optimale. L'exemple qui ressemble le plus au Reiki ou le magnétisme. Le magnétisme est une technique très intéressante qui, elle aussi, se base sur la canalisation d'énergie. Mais le magnétisme, c'est le magnétiseur qui canalise son énergie vers le receveur. Et donc, cette canalisation de quelque chose qui appartient à une personne vers un receveur va être limitée suivant les limitations du magnétiseur. Par exemple, si le magnétiseur est énervé aujourd'hui, il a conduit à Casablanca, وغادي العياده ديالو ولا غادي البيرو ديالو comment on peut appeler ça وتقلق مع شي حد ودابز وداك الشيء وتقلق ودخل ولقى لو باسيون ديالو وجلس يدير معاه لو ماغنيتيزم داك القلق ديال داك لو ماغنيتيزور غادي يدوز لو receveur automatiquement, c'est une canalisation. Et là, on va ouvrir une parenthèse sur les interactions humaines. Les interactions humaines, malheureusement, on le voit dans la vie de tous les jours, en entreprise, dans la vie sociale. L'humeur de l'un affecte l'autre. C'est-à-dire, كون غير كنتمشى في الدار البيضاء ولقيت جوج مضاربين مقاتلين ça va m'affecter واخا انا ما دابزت معاهم ولا دابزوا معايا ولا شافوني ولا شفتهم mais je vais être affecté par les émotions produites par ces gens-là. Et cette énergie émotionnelle va m'affecter parce que moi, je suis un receveur, comme toute la création. Nous sommes des donneurs et receveurs. Et donc, quand nous recevons de l'énergie équilibrée, on est bien. Quand on reçoit de l'énergie déséquilibrée, on n'est pas bien. Donc, en tant que magnétiseur, l'énergie de l'environnement va beaucoup affecter le magnétiseur et ça va impacter son travail sur le receveur. Alors que le Reiki, le praticien n'est jamais impacté par ce qui l'entoure. Il est dans une sorte de process. Ça ne veut pas dire que c'est des gens extraordinaires ou là. Non, c'est juste la manière de comprendre, c'est la perception de la pratique. La perception de la pratique, c'est que, bon voilà, je suis là, je canalise de l'énergie qui ne m'appartient pas, c'est de l'énergie divine qui arrive vers moi ou là à travers moi pour la personne. Donc, quel que soit mon état, il n'affecte pas le receveur. Et ça fait de ce processus-là un processus de canalisation optimale. Donc, il y a la différence. Bien sûr, il y a une autre différence, c'est que le Reiki, les praticiens Reiki sont des gens qui ont appris le Reiki
Alors qu'avant, كان نجار ولا avant كان حداد ولا avant كان محامي ولا avant كان expert comptable ولا entrepreneur ولا كيدير الكاراتيه ولا كيدير l'aïkido ولا كيدير الرياضة. Tous ces événements-là qui se passent dans la vie du praticien font que son Reiki va être unique. J'enseigne depuis une quinzaine d'années. J'ai plus que, on va dire, plus que 300 ou 400 élèves. كل واحد فيهم est unique dans son approche. Et c'est ça qui fait la richesse du Reiki. Il n'y a une technique commune à chacun. Oui, la canalisation, mais chacun a des aptitudes, chacun a quelque chose d'unique qui lui appartient, qu'il va canaliser dans son travail. Et c'est ça qui donne cette richesse du Reiki. On peut passer à la question numéro 2. Combien de séances faut-il pour ressentir les effets positifs? Alors là, je vais prendre un exemple très simple. J'ai une plante. Une plante, اللي ما سقيتيش pendant 6 شهور. اوكي ما سقيتيها. داك التراب ديالها بيان سور هي لو ترون داكشي كلشي غادي يدبال وغادي الوراق غيطيحوا وهذا وهذا ولكن لو بلوز امبورطون سي التراب اللي في داك لا بلانت. هذاك التراب غتلقاه قاصح بحال الحي. فاش غتكب عليه الماء ما غيهبطش داك الماء كيبقى على سيرفاس وتتبقى داك التراب قاصح. خصك تبقى تكب الماء اليوم وغدا ومن بعد غدا ومن بعد غدا وتخدم لا تير باش داك التراب يولي ماليابل. ومن فاش عاد كيولي هو مزيان داك التراب عاد كتبدا تتغذى الشجره ولا النبته. Le Reiki, c'est la même chose. Bien sûr, il y a différentes techniques et différentes approches, comme on a dit tout à l'heure. Quand une personne arrive, dépendamment de son état, il y a des gens qui viennent, ils sont fatigués, il y a des gens qui sont énervés, il y a des gens qui sont stressés et leur vie est très stressante. Ces gens-là, généralement, dans ma pratique à moi, انا ما تنهضرش على الناس اللي تيديروا لو ريكي ايور، انا تنهضر على التجربه ديالي. Quel que soit l'état de la personne qui va arriver, quel que soit l'état, c'est-à-dire ce n'est pas وانا دائما j'insiste بأن le reiki est une thérapie d'accompagnement et de prévention. إلى الإنسان مريض عنده une laryngite, une pharyngite, une problématique, on va dire, un peu plus sérieuse que ça, directement, تنقول سير عند الطبيب. Directement. Il vaut mieux qu'il aille chez le médecin. ياخذ الدواء اللي غياخذ يدير المسائل ويرجع. علاش؟ باش كنربحوا الوقت. ما يجيش عندي شي واحد فيه الحلاقم وغنقول له بقى معايا غندير لك 10 ديال السيونس باش نهبطوا الحلاقم. لا، يقدر يمشي ياخذ un antibiotique en 2 jours, il n'a plus de ce problème-là. Et donc pour moi, je parle de moi, je ne parle pas des gens qui pratiquent le Reiki et qui ont une autre philosophie. Ma philosophie à moi est liée à si je peux obtenir des résultats de manière assez rapide pour qu'une personne aille mieux rapidement dans d'autres contextes de sa vie, je préfère prendre des raccourcis. Et dans ce contexte-là, un raccourci, c'est aller voir un médecin, prendre un médicament, et là, on peut travailler sur autre chose. Alors, à quel moment sportif, le sportif doit-il effectuer sa séance? Attendez, je vais revoir. Euh, alors, à quel moment le sportif doit-il effectuer sa séance pour optimiser sa pratique sportive? Alors, il n'y a pas réellement de, de temps pour pratiquer le Reiki, pour impacter le sportif. À l'âge, parce que le Reiki permet l'oxygénation des tissus, le relâchement musculaire, un bien-être général va s'installer après la séance. La personne peut aller s'entraîner juste après une séance.
La personne peut venir après une séance d'entraînement et faire sa séance. كل واحد, c'est réellement, ça dépend des affinités de chacun. كاين مثلا اللي تيبغي يجي عندي غير الصباح تيقول لي انا جو بريفير فير سا الماتان كوم سا لا جورني سو باس بيان. كاين اللي تيجي عندي تقول لي انا نبغي نجي عندك حتى الليل. علاش؟ حيت في الليل تنكون دوزت النهار وانا مقاتل وانا كندير تنبغي نجي نرتاح باش ندخل لداري نعس. دونك كل واحد selon ses affinités, selon ce qu'il préfère. Ça, tout dépend y a beaucoup de paramètres. Et il faut comprendre, et là j'ouvre une petite parenthèse rapidement, c'est que quand une personne vient pour une séance de Reiki, cette personne-là a des besoins. Elle a des besoins énergétiques dans un centre énergétique. Et ce besoin-là, le travail Reiki va lui permettre de donner le besoin, c'est-à-dire de satisfaire ce besoin. Maintenant, quelqu'un qui a une problématique intestinale, maintenant, et il a mal au dos. Cette personne-là, on va travailler sur son deuxième chakra et son troisième chakra pour qu'il puisse devenir performant dans un autre contexte de sa vie. C'est un sportif qui a toujours mal au ventre. Un sportif qui a toujours mal au ventre, ça existe beaucoup parce que les sportifs, دائما تيكونوا عندهم des problèmes gastro-intestinaux parce que justement, ils stressent énormément. Cette personne-là, je ne vais pas travailler avec lui son aptitude physique ou là, sa performance musculaire, mais je vais travailler avec lui sa mécanique intestinale. On va essayer de travailler tout le process de telle manière à ce que l'énergie puisse refonctionner correctement dans cette zone-là. À ce moment-là, ce sportif-là va avoir un système gastro-intestinal équilibré, un microbiote équilibré, il n'aura pas de douleur, il n'aura pas d'accident, et là, son sport s'améliore. C'est une mécanique en fait de priorisation. شنو هو اللي أهم وشنو هو اللي أولى. Il y a d'autres questions? Le Reiki peut-il se pratiquer à distance? Oui. Et ça, c'est un des grandes révélations du Reiki. Et cette pratique à distance ne se fait dans aucune autre pratique. تا واحد ما يقدر يدير l'énergie à distance إلا le praticien Reiki. علاش؟ Parce que le praticien Reiki étant un canal énergétique à la et ce canal énergétique qui transfère de l'énergie vers un receveur à travers bien sûr son intention, c'est-à-dire chaque patient qui vient me voir, chaque personne qui vient me voir, j'ai préalablement émis l'intention que cette personne doit aller mieux. Ce process-là fait partie de la mécanique de canalisation. C'est-à-dire, il y a la canalisation كدار ولكن شنو هي l'intention ديالي؟ واش انا باغي لهاد السيد ولا هاد السيده نربح من موراها الفلوس ولا باغي. Et donc ce process est un process libre, c'est-à-dire pour que la canalisation se fasse correctement, il faut que mon intention soit totalement désintéressée. Ce qui m'intéresse, c'est que la personne reçoive. Cette mécanique peut s'exporter. C'est pour ça que j'explique, j'ai pris du temps à expliquer cette mécanique de l'intention. Cette mécanique de canalisation ralliée ou la reliée à l'intention de l'individu, elle peut s'exporter. Je peux envoyer bimashi'atillah, bien sûr, tout se fait grâce à Dieu. Et grâce à une mécanique, d'abord, la science a découvert que l'énergie Reiki passe à travers ce qu'on appelle les ondes scalaires. Les ondes scalaires, ce sont comme des ondes hertziennes. Les ondes hertziennes, ملي كيدوز التليفون ملي كدوز التلفازة, c'est-à-dire غنتفرج في une série في la télé ديالي في الدار البيضاء, une série américaine. Comment se fait cette magie? ولا في التليفون ديالي كنهضر مع شي واحد امريكان ولا في فرنسا ولا إلا جينا عطينا هاد لا تكنولوجي دابا لواحد الانسان هذه 50 عام غيقول لك هادشي سي دو لا ماجي, ça ne peut pas exister. Et pourtant, aujourd'hui, on trouve tout à fait normal de parler à quelqu'un
dans un autre continent. Ce process-là se fait notamment grâce aux ondes hertziennes. Ces ondes hertziennes, les satellites parce qu'il faut qu'il y ait une transmission où il n'y a pas bzaf les obstacles. L'énergie scalaire qui est utilisée dans le Reiki est une énergie ni la distance ni les obstacles entre le receveur et le canal. Et c'est pour ça que le Reiki se fait à distance. D'abord, je pratique le Reiki à distance depuis une dizaine d'années. Ça donne des résultats très, très, très intéressants. Pourquoi? Parce que dans une séance normale, le process de canalisation se fait sur un corps. Et le corps peut résister, peut être résistant les premières séances. Dans le travail à distance, il n'y a pas cette résistance. Et donc l'énergie va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que dans une séance normale, le corps va résister. Donc il y a une énergie qui vient de l'intérieur du corps vers l'extérieur dans une autre. Alors, discussion. Nous allons prendre une dernière question en regrettant de ne pas pouvoir répondre à toutes les autres, faute de temps. Donc, allez-y, vous pouvez poser la question que vous voulez. Alors, comment convaincre les athlètes? Oui, ça c'est une très très bonne question. Je dis simplement aux gens, chaque chose que vous trouvez étrange ou nouvelle, bien sûr qui répondent à you know, le qanaat en réalité, et ça ne va me coûter, ça ne va rien me coûter. Je fais une séance. Galouli, maintenant, le shiatsu, il est magique. J'y crois pas tellement, mais je vais faire une séance. Pourquoi faire une séance? Parce que je trouve quel est l'apport de cette pratique magique sur mon corps. Et là, j'ouvre une parenthèse, encore une fois. Nous pouvons aimer une pratique, adhérer à une pratique et ressentir beaucoup plus de ressenti de ressenti dans une pratique. Mais il faut faire une séance. Il n'y a pas lieu de convaincre un athlète. J'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes. Je ne vais pas nommer je ne vais pas citer les noms, mais il faut pas un athlète تيجي المره الاولى il est réticent, il est résistant, ما هادشي ما بانش يطلع ما كاينش il n'adhère pas. Mais après la première séance, il sent qu'il y a une amélioration de quelque chose dans son existence. Il revient pour une deuxième séance. Et à ce moment-là, il voit que ses aptitudes physiques et psychologiques et physiologiques se sont améliorées. Et il se dit, tiens, ah, ça c'est intéressant. Je vais continuer. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec des athlètes jusqu'au moment où ces athlètes-là ont commencé à venir me voir avant leur compétition. Parce qu'ils se sont rendus compte que en faisant des séances avant la compétition, leur performance s'améliore. Et là, c'est réellement un process de ce qu'on appelle preuve à l'appui. Puisque tu dis une séance, au bout d'un moment, le corps est performant ou souple ou peut-être la performance ديالك حسن. Le Reiki travaille aussi sur l'activation de l'hémisphère droit, c'est-à-dire la personne va être constamment dans l'instant, elle va être dans l'écoute de son corps, elle va être dans la mécanique productrice d'hormones de bien-être, la sérotonine, la mélatonine, les endorphines. Donc, cette mécanique-là va créer une sorte d'entrain dans le corps, une performance d'afra. Et pour convaincre, il n'y a rien de mieux que essayer et être convaincu ou pas être convaincu. Les fois où j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas convaincus dans l'instant, ce sont des gens qui étaient réticents dans l'instant,
Mais au bout de quelques temps, ils ont disparu. Après 6 mois, 8 mois, ils reviennent. Ils me disent, tu sais, Kamel, la dernière fois, on avait travaillé, je n'avais pas très bien compris. Mais je sens qu'aujourd'hui, je peux adhérer, je peux accepter. Et cette acceptation est uniquement liée à la mécanique aoutanique qui se fait dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche est toujours dans la résistance. L'hémisphère gauche est toujours dans la résistance au changement, toujours au refus du changement. Et plus on est, quand on est un athlète, généralement, on est hyper focus dans l'hémisphère gauche. On veut réussir, on veut gagner, on veut. Donc notre résistance va être supérieure à la normale. Et ce sont des gens qui doivent expérimenter un ensemble de choses jusqu'à ce que cette mécanique ait un impact sur leur rendement. Ah, ils vont adhérer. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez.